Ice Salt, c'est amusant, exaltant, joyeux. Viens faire un saut et déballe une journée d'anniversaire à couper le souffle. Ice Salt, bien plus qu'un simple parc de trampoline. Lundi 19 mai, vous écoutez À la Une. Bonjour, ici Naïla Bendali en remplacement de Mathieu Bellumeur en ce lundi férié. Peut-être êtes-vous en congé ou peut-être, comme nous, vous allez au travail. On va être là pour vous accompagner dans votre routine matinale, toujours très bien entouré avec Vincent Maisonneuve, Olivier Pellerin, Véronique Méran. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on a quand même de l'actualité en ce lundi férié. Tout d'abord, Vincent, faut dire qu'on aura finalement un budget fédéral à l'automne alors qu'on avait compris autre chose au début. On s'attendait à un énoncé économique, une mise à jour économique. Finalement, c'est un budget qui sera présenté cet automne. Le premier ministre Mark Carney qui a profité de son séjour au Vatican pour en faire l'annonce, pour corriger la situation. Qui en a aussi profité lors de ce séjour éclair en Italie pour faire plusieurs rencontres. Oui. Rencontre avec J.D. Vance, le vice-président américain. Rencontre avec plusieurs autres chefs de gouvernement pour mettre la table en prévision du sommet du G7 qui aura lieu, je vous le rappelle, au mois de juin en Alberta, où il sera question, bien sûr, de l'Ukraine, puisque le président Zelensky va y être. Il a aussi rencontré le premier ministre Carney lors de ce séjour au Vatican. Oui, et vous allez nous en dire plus. D'ailleurs, demain s'amorce la rencontre des ministres des Finances en marge de ce G7 qui aura lieu en Alberta. Certainement qu'il y aura beaucoup de choses à dire là-dessus. Véronique, c'est gris, hein? C'est gris longtemps. C'est gris longtemps, ça va être gris longtemps et c'est surtout un très gros contraste avec la semaine dernière. On a eu nos premières températures estivales, on a battu des records, il a fait 31 au Saguenay. Écoutez, chaleur, humidité, finale électrique aussi, avec des observations de nuages en entonnoir à plusieurs endroits. Environnement Canada qui investigue là, pour savoir si bel et bien il y aurait eu tornade du côté d'Howick en Montérégie. Donc, ça reste à suivre. On a mis tout ça derrière nous et on a remplacé ça par quoi? De la grisaille et de la fraîcheur. Ouais. Donc, voilà. Les grosses pluies sont terminées, mais quand même, il nous reste un petit peu de bruine, quelques averses ce matin. Secteur de l'Estrie, on a été particulièrement arrosé, 50 à 70 mm d'eau sont tombés. Là, ça va encore se poursuivre une partie de la journée, mais vraiment beaucoup moins intensément. Donc, une fine pluie du côté de l'Estrie, Québec, assez intermittente. Ailleurs, ce sera un après-midi principalement nuageux, mais quand même une fraîcheur qui est là. Les vents du nord-ouest qui soufflent 20-40 km/h, 10-11 degrés, pas plus, 6 à 8 en Estrie. Alors, c'est sûr que c'est frisquet. C'est frais, ouais. Même que la nuit prochaine, là, il fera 7 à Montréal, mais 4 vers l'Estrie, 5 dans les Laurentides. Demain, surtout un ciel couvert, un petit peu de bruine possible vers l'Estrie. Une probabilité d'averse, 40 % seulement dans le secteur de Montréal. Demain après-midi, 13 à 15 degrés au thermomètre. Donc, vous voyez un peu le ton de la semaine. On devrait regagner nos valeurs saisonnières autour de 20 degrés le jour. On devrait avoir ça vers la fin de la semaine seulement. Quand je dis la fin de la semaine, là, c'est dimanche. Ah oui, alors, c'est dans longtemps. Oui, c'est dans longtemps. Mais quand on se compare, on se console. Il fait 8 à Montréal, il fait -1 en Abitibi. Ah, quand même. Donc, quand même, on est passé des 30 degrés au gel au sol. Ça va se dégager cependant de ce côté-là. Il fera 11 aujourd'hui. Pluvieux dans tout l'est du Québec, le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et la Côte-Nord. C'est une pluie intermittente. C'est du 8-10 degrés aujourd'hui, sans pluie. Territoire ontarien, on retrouve le soleil vers Thunder Bay, secteur de Sudbury, 11 à 13 degrés. Il fera beau à Toronto, une quinzaine de degrés. Ça se dégagera cet après-midi pour Windsor, autour de 17, mais ça reste couvert à Ottawa, venteux et frais, la quinzaine de degrés, pas plus. Et ce matin, on est sous zéro dans le nord de l'Ontario, donc là aussi, il y a du gel. Dans l'ouest, Vancouver, c'est la pluie qui s'estompera graduellement cet après-midi. 14, c'est le maximum, la quinzaine de degrés, pas plus pour Edmonton et Calgary. Il y a pas mal de nuages aussi, quelques averses dispersées. Même chose sur le sud de la Saskatchewan, 11 degrés. La
quinzaine de degrés à Winnipeg. Le soleil est présent. Les vents sont encore là, 30-50 km à l'heure. Et ce sera une semaine ensoleillée sur le sud du Manitoba. Mais les températures resteront autour de 18 à 22 degrés, ce qui est quand même une chaleur moins intense que la semaine passée. Oui, certainement. Et on surveille aussi, les températures, les feux au Manitoba. J'entendais ce matin que ils ont eu une petite accalmie, mais quand même, il faut rester vigilant pour les pompiers. Voilà. Maintenant, au sport avec Olivier Pellerin. Le disque dans le coin, il y a eu une chute, mise en échec, Marchand devant, le disque dévié et le but! Aïe, 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 aïe! Aïe, 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 aïe. Au hockey, les Maple Leafs de Toronto ont subi l'élimination hier face aux Panthers et c'était assez violent comme élimination. Une cinglante défaite de 6-1 des Maple Leafs de Toronto. On a d'ailleurs entendu des huées à la toute fin du match. Les partisans qui étaient manifestement insatisfaits du rendement de l'équipe dans un match aussi important. Ils ont été échaudés d'ailleurs, les partisans, au cours de cette série face aux Panthers de la Floride. On n'a qu'à penser au match numéro 5 où ils avaient été une fois de plus rossés. Et on avait entendu aussi le découragement des partisans qui espéraient mieux alors que la série était à égalité 2-2. Ce que vous venez d'entendre, c'est, oui, il y a eu 3 buts consécutifs en un peu plus de 6 minutes en deuxième période, mais celui qui a été le coup de grâce, c'est le but que vous venez d'entendre, celui d'Eetu Luostarinen. Il a marqué en troisième période, quelques secondes après que les Maple Leafs aient fait 3-1. On a senti à ce moment les partisans se relever. On s'est dit, c'est pas terminé, peut-être qu'il y a un petit regain de vie. Et on a vite mis le couvercle sur la marmite. Le clou dans le cercueil. Et voilà. Et c'était terminé pour les Maple Leafs de Toronto qui perdent un 7e match numéro 7 consécutif. Ça, c'est rien pour aider d'ailleurs la matinée des partisans des Maple Leafs de Toronto. Et puis pour les Panthers de la Floride, c'est une 3e participation consécutive à la finale de l'Est. Ils avaient remporté, je vous le rappelle, la Coupe Stanley la saison dernière. Donc lorsqu'on regarde l'horaire, là, maintenant qu'on a le tableau complet de ce carré d'as dans la Ligue nationale de hockey, donc dès demain, il y aura début justement de cette finale de l'Est entre les Panthers de la Floride qui débuteront sur la route, donc en Caroline pour les 2 premiers matchs contre les Hurricanes de la Caroline. Et mercredi, on aura le premier match de la toute dernière équipe canadienne, celle qui a tout le poids là, des amateurs de hockey au pays. Ce sont les Oilers d'Edmonton qui, eux, seront en finale de l'Ouest contre les Stars à Dallas pour les 2 premiers matchs. Et donc, ça débutera très rapidement, donc demain et mercredi pour ces premières rencontres. Il en reste encore un peu et peut-être un peu de souhait, justement, pour ces amateurs canadiens qui aimeraient bien voir le retour de cette Coupe Stanley au Canada. Depuis 1993. Oui, ça tout fait 32 ans. Donc, il y a beaucoup d'espoir sur les épaules des joueurs des Oilers. Et de Connor McDavid, effectivement. Maintenant, au soccer, les Roses de Montréal ont subi un premier revers cette saison. C'était contre Calgary. C'était contre le Wild de Calgary, un match qui avait lieu hier soir au Stade McMahon, donc à Calgary. Une défaite de 1-0, une défaite qui est venue grâce à un but arrivé en toute fin de match à la 85e minute de Jenaya Robertson. Et voilà, ce fut le but de la victoire dans un match qui a été marqué par la défensive de Calgary. Les Montréalaises, les Roses de Montréal qui ont tenté 10 tirs, mais n'ont jamais cadré un de ces tirs. Donc, difficile de marquer des buts dans cette situation-là, alors que pour le Wild, quand même 2 tirs cadrés dans le match. Première défaite, rien d'inquiétant. Et d'ailleurs, on sera de retour à Montréal pour le prochain match de l'équipe. Ce sera contre Toronto jeudi et c'est au Stade Boréal. Et rapidement, au basket, Lugansdor et le Thunder d'Oklahoma City passent en finale de l'Ouest de la NBA. Ouais, ils ont remporté leur match numéro 7 hier, 125-93 contre les Nuggets de Denver. Et comme ça, ils participent à leur toute première, le Lugansdor chez Gilgeous-Alexander, qui est en liste donc pour le titre de joueur par excellence de la saison, participeront tous les deux à leur première finale de l'Ouest. Et donc ça, ce sera à surveiller contre les Timberwolves, une série qui sera fort intéressante. Il reste à voir maintenant si il y a un petit série qui est parti. Si le Thunder d'Oklahoma City. Peut-être qu'on nous donne le résultat de la finale de l'Ouest. Est-ce qu'on se compte peut-être pour le Thunder d'Oklahoma City? En fait, les partisans montréalais souhaiteront effectivement voir peut-être les Québécois connaître du succès, peut-être atteindre une finale de la NBA. Oui, ça sera à suivre. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Au revoir. Le premier ministre Mark Carney se ravise. Il déposera un budget en bonne et due forme cet automne. La semaine dernière, son ministre des Finances avait déclaré qu'au lieu d'un budget de printemps, ça serait un énoncé économique qui serait présenté à l'automne.
ce qui a bien sûr valu aux libéraux une pluie de critiques. Vincent, le premier ministre en a fait l'annonce depuis Rome, où il a assisté à la messe inaugurale du pape Léon XIV. Voilà, un voyage très occupé pour Mark Carney, premier ministre qui estime maintenant que l'idée de présenter un budget dès cet automne va permettre de clarifier les priorités économiques et budgétaires de son gouvernement. Mark Carney qui a aussi voulu justifier sa décision de ne pas présenter de budget ce printemps, comme le veut la tradition, en disant, bon, c'est un peu inutile de précipiter le processus, d'autant plus que la Chambre sera ajournée au mois de juin, et ça pour tout l'été. On va écouter un extrait du point de presse donné par Mark Carney dimanche à Rome. D'ici à la fin de cette session du Parlement, il n'y a que 3 semaines, OK? Et il y aura des initiatives législatives très importantes pour le gouvernement. Il y aura un budget en octobre. Soyons clairs. Alors, le premier ministre s'ajuste sans précipiter les choses. C'est peut-être une façon de répondre aux critiques, mais sans faire totalement marche arrière. Voilà, parce que le premier ministre et son ministre des Finances avaient été critiqués quand on a compris, c'était au terme du premier Conseil des ministres la semaine dernière, qu'il n'y aurait pas de présentation de budget en bonne et due forme avant 2026. Ah oui. C'est vrai que dans le contexte actuel, essayer de faire des prévisions budgétaires qui vont tenir le coup pendant plus que 3-4 semaines, même 3-4 jours, c'est difficile car de l'autre côté de la frontière, on le sait, il y a un président qui est assez imprévisible, pour ne pas dire complètement imprévisible. Donc, les données sur lesquelles vous essayez de bâtir des prévisions peuvent changer à tout moment. Oui, je pense qu'on l'avait vu avec le budget du Québec. Oui, on l'avait déposé et oui. tout avait changé quelques semaines plus tard. Par contre, le premier ministre répète depuis qu'il a remplacé Justin Trudeau que nous vivons une période charnière au Canada, que l'économie canadienne doit être transformée, qu'il va y avoir de grandes choses qui vont se réaliser à une vitesse qu'on n'a jamais vue avant. Donc, ça implique des investissements, ça implique des fonds publics, ça demande un budget pour que le contribuable comprenne à tout le moins la direction que le gouvernement va prendre. Tout cela pour dire que sans budget, l'opposition avait la possibilité, le champ libre pour accuser le gouvernement de ne pas avoir de plan. Même les observateurs de la scène politique, les chroniqueurs économiques soulignaient que l'absence de budget traduisait un manque de transparence. Bref, tout ça pour dire que le message semble avoir été entendu par le premier ministre. Alors, on va écouter le professeur titulaire en sciences politiques à l'Université de l'Alberta, Frédéric Boily, qui estime que Mark Carney s'ajuste aux critiques sans pour autant faire complètement marche arrière. Comme essayer de couper un peu la poire en deux, c'est-à-dire ne pas complètement céder aux oppositions et à tous ceux là, qui réclamaient minimalement un énoncé économique pour le mois de juin et en même temps, laisser entendre que lorsque on en saurait un peu plus sur l'évolution, notamment avec les États-Unis, l'évolution peut-être de futures négociations, que là, on pourrait éventuellement, l'automne prochain, avoir une meilleure vue et donc déposer le budget à ce moment. Et Vincent, on revient sur ce voyage du premier ministre au Vatican. Mark Carney en a profité pour s'entretenir avec d'autres chefs d'État et de gouvernement. Oui, le premier ministre canadien qui a eu droit à une audience avec le pape, mais il a aussi rencontré les premiers ministres de l'Australie, de la Lituanie, de la Bulgarie, des Pays-Bas, la première ministre italienne, le chancelier allemand, le président Zelensky, le vice-président J.D. Vance. Il a été question, de négociations de paix en Ukraine, d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Bref, c'est un voyage éclair avec l'horaire très chargé. Il faudra par contre attendre avant de voir des résultats concrets, peut-être quelques pistes de réponse au mois de juin lors du sommet du G7 qui va se tenir en Alberta, au Canada. Oui, et il ne chôme pas, Mark Carney. Merci beaucoup, Vincent. Je vous en prie. Et maintenant, on retrouve Nicolas Pelletier à Ottawa pour la Revue des médias. Bonjour, Nicolas. Bonjour, Naïla. On va rester à Rome où le pape fait les manchettes pour ses messages contre les excès du capitalisme. Oui, de plus en plus, là, ces discours là, ne quittent pas les manchettes, si vous voulez, depuis son élection. Léon XIV, on dit par exemple dans l'agence France-Presse, et c'est reproduit dans les médias d'ici ce matin, qu'il a donné le ton de son pontificat le dimanche lors de cette messe où il y avait tout un parterre, là, comme l'a bien expliqué Vincent. Donc, cette messe au Vatican où il a dénoncé une économie exploitant la nature, marginalisant les pauvres aussi. Les autorités italiennes disent qu'il y avait 200 000 personnes là, à cette messe solennelle célébrée en plusieurs langues et sous haute sécurité sur la place Saint-Pierre. On est seulement 10 jours après son élection. Plusieurs là, le découvrent, le nouveau chef spirituel donc de ces 1,4 milliard de catholiques. Et il a dit, à notre époque, nous voyons encore trop de discorde, trop de blessures causées par la haine, la violence, les préjugés
et la peur de l'autre. Et il a nommé justement un paradigme économique qui exploite les ressources de la terre et marginalise les plus pauvres là, comme étant responsables de ça. Plusieurs soulignent, dont l'agence France-Presse, le fait qu'il vient, lui, il a passé 2 décennies, là il ne vient pas de là, mais il a passé 2 décennies dans une région déshéritée du Pérou et il confirme donc ainsi l'orientation sociale qu'il entend donner à son action à titre de pape. Il a après tout choisi son nom en hommage plutôt au pape Léon XIII, le père de la doctrine sociale de l'Église là, qui a régné à la toute fin du 19e siècle et qui avait dénoncé l'exploitation, lui, des ouvriers. Maintenant, on revient chez nous. L'état d'urgence s'est déclaré dans le village nordique de Puvirnituk où la communauté est toujours aux prises avec un problème de pénurie d'eau. Oui, dans cette communauté inuite du nord du Québec. Là, et le problème vient entre autres d'un bris de canalisation qui provoque là, cette pénurie d'eau sans précédent dans ce village, ou plutôt les problèmes de distribution aussi. Et ce bris-là, Naïla, il date de la mi-mars. Et samedi, il y a un incendie qui s'est déclaré dans un immeuble qui a compliqué encore plus la situation. Et c'est ce qui a poussé les autorités locales à déclarer l'état d'urgence. La mairesse, là, Lucy Kalingo, souligne que cette déclaration de l'état d'urgence était nécessaire parce que la communauté avait épuisé ses ressources, qu'il fallait attirer l'attention du gouvernement du Québec. Dans le Journal de Montréal, on peut lire ce matin qu'il y a pas moins de 60 000 litres d'eau potable qui ont été distribués d'urgence depuis vendredi. Il y a des camions-citernes qui ont également été envoyés à l'extérieur du village pour récupérer de l'eau. Il y en a 3 sur 5 qui sont fonctionnels. Hein. La mairesse indique qu'elle a reçu plusieurs appels des communautés avoisinantes. Par exemple, à Enirjouak, on a envoyé des opérateurs de machinerie parce que ceux qui font les allers-retours là, dans les camions-citernes, ils sont épuisés à Puvirnituk et les conditions météorologiques se sont calmées. Après tout, il y a eu un blizzard. Vous devriez voir les images aussi, Naïla. Il y a beaucoup de neige encore. Là. Le chemin qui se rend jusqu'à la station de pompage, ça a ses limites parce que la neige limite les déplacements. Et on conclut dans le Journal de Montréal en disant qu'on prévoit des mois avant une réparation, mais que selon les informations relayées au ministre Ian Lafrenière qui s'occupe du dossier, la conduite majeure pourrait être restaurée finalement un peu plus tôt, peut-être même dès cette semaine. Oui, on va garder un œil là-dessus. Maintenant, dans la région de Toronto, un tragique accident de voiture amène la conduite avec facultés affaiblies à la une des journaux. Oui, parce que 3 enfants ont perdu la vie là, dans cette collision qui a eu lieu près de l'autoroute 401. C'était dans la nuit de samedi à dimanche. Il y a un 4e enfant et 2 adultes qui sont à l'hôpital. Et il y a un homme de 19 ans qui est accusé de conduite avec facultés affaiblies causant la mort. Les policiers allèguent qu'il venait de prendre la rampe de sortie de l'autoroute, allait très vite et a perdu contrôle donc de son véhicule. En brûlant un feu rouge, lui, il a frappé cette fourgonnette qui était arrêtée. Le conducteur a été arrêté sur les lieux, fait face donc à 12 chefs d'accusation, dont 3 de conduite avec facultés affaiblies causant la mort. Et le service de police de Toronto, il a déclaré qu'en tant que service de police, là, ils disent « nous le voyons là, et nous voulons vous sensibiliser au danger de l'alcool au volant ». Voilà le résultat. Une famille a été déchirée et la police de Toronto demande d'ailleurs si d'autres n'auraient pas vu cette Dodge Caravan circuler dans le secteur. Oui, on ne le répétera jamais assez. Et enfin, des commerçants américains s'inquiètent pour la saison touristique à venir. C'est ce que Radio-Canada a constaté en allant faire un tour à Old Orchard, dans le Maine. Les endroits là, qui accueillent depuis des décennies des touristes canadiens peinent à trouver preneurs pour une bonne partie de leur offre d'hébergement. En fait, ils n'avaient presque plus besoin de faire de promotion. Hein. Les gens revenaient d'année en année, mais là, l'aubergiste interviewé raconte avoir vu des annulations s'enchaîner quand Donald Trump a commencé à s'en prendre au Canada. Il connaît la plupart de ses clients. Il a réussi à en convaincre certains de garder leur réservation et garde espoir que certains pourraient être tentés de revenir si les relations entre les deux pays s'améliorent. C'est pas juste une anecdote. Le nombre de voyageurs canadiens qui vont aux États-Unis en voiture a déjà reculé par rapport à avril de l'an dernier. La gouverneure du Maine a dit craindre de perdre le quart des visiteurs du Canada cette année. Mais on se fait peut-être une idée qu'il y a plus de touristes canadiens qu'on pense. La Chambre de commerce du Maine rappelle que c'est 5 % des visiteurs de l'État, les touristes canadiens. Donc, on garde quand même un optimisme du côté des États-Unis, mais inversement, il y a beaucoup de régions canadiennes qui s'attendent, elles, à avoir pas mal plus de monde d'ici pour la saison des vacances. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Je vous en prie.
L'ancien président américain Joe Biden est atteint d'un cancer de la prostate, une forme agressive de la maladie. Le cancer se serait également propagé aux os. On fait le point avec Alexandre Lepoutre. Alexandre, le diagnostic a été posé à la suite d'une série d'examens médicaux. Oui, Naila, et l'annonce de ce cancer a été faite hier par le bureau de l'ancien président. Ces médecins, en fait, ont découvert un nodule, une masse au niveau de sa prostate. Et Joe Biden a donc une forme agressive du cancer de la prostate qui se serait depuis propagée aux os. Alors, le communiqué ajoute quand même un brin d'optimisme en disant que bien que ça soit une forme qui est plus virulente, une prise en charge efficace est toujours possible. On nous dit d'ailleurs que Joe Biden et sa famille évaluent en ce moment les options de traitement. Malgré tout, ce que disent les médecins, c'est que quand même Joe Biden a un cancer de niveau 9 en termes d'agressivité sur une échelle allant jusqu'à 10. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On a posé la question à un médecin, Dr Normand Blais, président de l'Association des hématologues et oncologues du Québec. On parle de Gleason 9. C'est une forme qui a tendance à être un petit peu plus agressive, comme on dit, et qui a tendance à être traitable un peu moins longtemps que la moyenne avec les traitements conventionnels. Mais il faut savoir que le cancer de la prostate, il y a beaucoup de types de traitements possibles. Donc, il y a quand même plusieurs options qui sont possibles pour traiter un cancer de la prostate. Et Alexandre, l'annonce a déjà suscité plusieurs réactions. Oui, c'est d'abord partout ce matin, on l'imagine, dans la presse américaine et sur les chaînes d'information. Réaction aussi hier de Donald Trump qui a dit être attristé par la nouvelle. Il dit transmettre ses meilleurs et plus chaleureux vœux à Joe Biden et sa famille. Réaction aussi plus amicale, bien sûr, de l'ancienne vice-présidente de Joe Biden, Kamala Harris, qui dit « Joe est un combattant, il affrontera ce défi avec la même force, résilience et optimisme qui ont toujours défini sa vie et son leadership ». Un mot enfin de l'ancien président Barack Obama qui dit « Nous prions pour une guérison rapide et complète ». Et Alexandre, il faut le dire, l'annonce de ce cancer intervient alors que la santé de Joe Biden est un sujet très, très débattu. Très débattu, et on s'en souvient, Naila, d'abord au moment de la présidentielle américaine où la santé de Joe Biden était au cœur des critiques, des inquiétudes, des théories. Une pression qui a poussé d'ailleurs Joe Biden à ne pas être dans la course à la présidentielle. Et on en reparle aujourd'hui de son état de santé depuis quelques jours aux États-Unis avec un livre que s'apprêtent à publier 2 journalistes américains. Qui fait déjà beaucoup de bruit. Qui fait beaucoup de bruit, ça s'appelle Original Sin, le péché originel. Et en fait, les auteurs affirment après une enquête que l'entourage de Joe Biden aurait tenté de protéger l'ancien président, de cacher au peuple américain la dégradation de son état de santé pour maintenir sa candidature à la présidentielle. Ça fait beaucoup jaser aux États-Unis depuis quelques jours. On a eu hier l'annonce de ce cancer. Alors évidemment, ça fait réagir. Révélation démentie par Joe Biden. Et ça n'a pas été une semaine facile, on l'imagine bien. Oui, il a fait la tournée des médias d'ailleurs pour se défendre peut-être ou expliquer un petit peu certaines choses. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Naila. Alors aujourd'hui, vous le savez, c'est férié, journée des Patriotes ou la fête de la Reine, selon où vous vous trouvez. Alors, qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui est fermé? Les centres commerciaux, les épiceries, les dépanneurs devraient être ouverts pour aujourd'hui. Au Québec, les SAQ, les SQDC seront également ouvertes. Mais en Ontario, les succursales de la LCBO seront fermées. Bien sûr, les banques, les caisses, les services gouvernementaux seront fermés. Qu'est-ce qu'on surveille aujourd'hui? Très rapidement, il y a cet appel entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Est-ce qu'il y aura des développements sur la guerre en Ukraine, alors que la Russie a lancé plusieurs drones en territoire ukrainien? Ça sera certainement à surveiller. Et bien sûr, ces réactions là, à cette annonce d'un cancer de Joe Biden. Voilà, c'était votre édition du lundi d'À la Une. Ici Naila Bendali. Je vous souhaite une excellente journée. iSalt, c'est amusant, exaltant, joyeux. Viens faire un saut et déballe une journée d'anniversaire à couper le souffle. iSalt, bien plus qu'un simple parc de trampoline.